Aujourd'hui, ce matin de 9 heures à 10 heures, on est réunis pour parler d'IA avec 5 intervenants qui vont présenter leur vision, leurs connaissances, leur expérience sur les usages de l'IA. Euh, on va, on va essayer d'innover, on va essayer de se poser des questions, de réfléchir tous ensemble et vous aurez l'occasion à la fin des interventions de poser des questions à nos différents intervenants et de les retrouver pour partie d'entre eux également au village de l'innovation, qui est l'animation qui est juste derrière. Voilà, donc ne soyez pas frustrés si vous ne pouvez pas poser toutes vos questions. Ils seront là juste après pour répondre à vos interrogations. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec Yannick. Très bien. Merci à toutes et tous. Je suis vraiment très honoré d'ouvrir cette deuxième journée du colloque 50e en plus. Et je suis très content de vous retrouver toutes et tous, donc il y a un certain nombre. Merci de cette invitation. Donc, Inivision, moi je travaille au sein du collège d'ingénierie de Lyon-Saint-Étienne, qui regroupe les 4 écoles d'ingénieurs centrales, MI, ISA et ENTPE. Et depuis un an, on travaille sur un programme, la création d'un nouveau programme pour permettre l'accès aux titres d'ingénieur par la VAE, avec une combinaison de formation continue, puisque sur ces titres-là, on sait qu'on a un niveau de réalisation de VAE qui est relativement faible du fait de la nécessité d'apporter des compléments de formation. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui, être en bas tout tapé. Dans ce cadre-là, on a réfléchi justement sur comment est-ce qu'on prenait nos candidats au démarrage du parcours, sur l'identification des compétences qu'on pourrait valoriser dans le cadre de la DAE et d'anticiper sur les compétences, qu'est-ce qu'elles manquent et sur lesquelles il faudra apporter une réponse formation. Pour faire ça, évidemment, on a pensé assez vite à solliciter l'intelligence artificielle dans le contexte actuel. Alors, la VAE aujourd'hui, moi, je la schématiserai en 4 étapes. Désolé pour tous les collègues qui sont dans la salle et qui me diraient que c'est compliqué que ça, mais là, il faut que je passe simple et court surtout. Donc 4 étapes. Les 2 premières étapes, c'est l'étape d'information et d'orientation, pour lequel le candidat va essayer d'identifier le parcours qui correspond, la certification qui correspond mieux à son parcours. La deuxième étape qui correspond plus à la faisabilité, donc une fois qu'il a identifié la certification cible, il va déposer un livret de faisabilité auprès de l'organisme certificateur, nos établissements, pour s'assurer qu'il est en capacité à réaliser cette VAE, avec un avis qui peut être préalable total, partiel et régulier, pas total, partiel ou régulier, et défavorable. Et puis les 2 autres étapes qui sont plus les étapes de réalisation de la VAE elle-même, donc le livret d'expérience et le passage en job. Nous, on a travaillé sur les 2 premières étapes sur ce projet-là, l'étape d'information d'orientation et l'étape de faisabilité. L'idée, c'est qu'en fait, l'IA, elle a multiples facettes. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas vous faire un cours, je n'aurai pas de temps. Mais elle a une force, c'est qu'effectivement, elle est en capacité de gérer les appariements et les mises en relation de référentiels bien construits. Et c'est exactement là-dedans qu'on se situe avec la VAE. Et donc, on a créé un outil sur ChatGPT que j'ai dû partager dans le réseau, qui s'appelle VAE Explorer, qui vise en fait à brancher ChatGPT au registre national, aux 2 registres nationaux RNCPRS, qui comprennent donc les certifications enregistrées et leur décomposition en blocs de compétences. L'environnement de la VAE, expliquer à ChatGPT c'est quoi la VAE, et là-dessus pouvoir déposer des profils anonymisés, CV ou profil LinkedIn, et demander à l'IA en fait de faire ce travail d'information, d'orientation, voire éventuellement d'aller jusqu'à la faisabilité. Alors, une petite précaution dit ça par expérience, c'est-à-dire que l'idée de créer cette base de connaissances à l'IA, elle est nécessaire parce que si vous allez directement sur l'IA aujourd'hui, certains l'ont sûrement fait, vous verrez qu'il y a un taux d'erreur qui est très important, de l'ordre de 50%. L'IA n'identifie pas les bonnes certifications, elle n'identifie pas, elle se mélange dans les mots, et le sens des mots. Le mot sécurité, il ne veut pas forcément dire la même chose donc d'être un agent de sécurité ou de travailler sur l'hygiène et la sécurité. L'IA n'a pas les informations sur les 2 dernières années, puisqu'elle a été créée plus de 20, elle ne le dit pas.
Voilà, donc tout ça fait que, et elle va surtout solliciter des ressources très utilisées sur Google quand le meilleur référencement, ce qui n'est pas nécessairement le cas des meilleures sources d'informations. Le RNCP n'est pas nécessairement très visité, c'est quand même là que l'information réside. Donc à partir de là, à partir de ce CV, l'IA génère un tableau de correspondance avec des certifications identifiées par rapport au parfois la personne. Donc là, j'ai l'exemple d'un profil type pour nous qui est un technicien sapeur issu une technicienne. Ah oui, ben c'est pas bon. Gîte. Donc une technicienne. Bon, je crois qu'à Aix, il ne faut pas trop employer l'écriture inclusive, mais bon, je fais quand même. Et à qui on demande à l'IA d'identifier des certifications possibles, des compétences qui peuvent correspondre à la certification, donc qui seraient validables à l'issue d'un processus de VAE, des compétences qui seraient potentiellement manquantes, donc sur lesquelles éventuellement le candidat, la candidate peut se dire oui effectivement il me manque ça, non, mon parcours n'a pas été assez détaillé, je vais compléter les informations de mon parcours sur ces points-là. Et puis derrière un indice de faisabilité qui est un indice synthétique qui n'a pas de valeur plus que ça, mais donne une indication au candidat, à la candidate sur la possibilité de sa VAE. Donc là, on voit évidemment que la licence pro est plutôt faisable au regard de son parcours, parce qu'elle a déjà un niveau Bac+2 et que derrière, voilà. Et ensuite, les niveaux supérieurs, master et ingénieur, évidemment, sont un peu moins faisables, mais c'est pas impossible. Par rapport à cette expérience-là, ça nous permet un traitement plus rapide des dossiers, donc il y a une efficacité dans le traitement. On est aussi sur une approche, la critique qui est faite souvent, on a discuté avec les collèges VAE dans le webinaire récemment sur la question de la réflexivité. C'est une question qui se pose vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse le candidat donner à l'IA le travail et que lui ne se pose pas les bonnes questions. Je pense que moi sur cette séquence-là, c'est pas tout à fait vrai. On est dans un système de certification extrêmement complexe. On est sur une démarche qui n'est pas forcément simple à comprendre. La correspondance entre ses compétences. Alors, je sais bien, voilà, VAE, c'est le connais-toi toi-même de Socrate, mais c'est pas toujours simple. Et le faire cette correspondance-là avec un système, un référentiel de formation, c'est encore moins simple. Sur cette séquence-là, je dirais qu'au contraire, l'IA apprend la capacité de répétitivité parce qu'elle permet un dialogue simple, puisque derrière, elle va pouvoir poser des questions sur pourquoi tu me dis ça, et si je devais faire génie indus, où est-ce que je pourrais le faire, etc., etc. Et donc, en fait, elle est dans cette construction-là, qui n'empêchera pas derrière d'aller évidemment voir le certificateur et de suivre la construction de sa démarche, bien sûr. Mais on voit que c'est quand même intéressant. Et puis on peut aller jusqu'à la fidélité, c'est-à-dire que l'IA peut aussi, et si vous lui donnez là un dossier de faisabilité type, elle va pré-remplir le dossier pour le candidat, la candidate, et ça peut permettre notamment, je pense, d'introduire dans le dossier de faisabilité, bon ça c'est un débat, on va discuter, et des premiers éléments de tableau de correspondance qui vont ensuite servir de base à la fois à l'analyse de l'enseignant sur la faisabilité du dossier, mais aussi construirons le tableau synoptique dans la phase de livret d'expérience. Je dirais en conclusion sur l'IA, est-ce que le bilan après un an, est-ce qu'il faut aller sur l'IA? Alors, déjà, si facilitement de fait que l'IA elle est là, elle vient à nous, elle est partout, nos candidats l'utilisent, certains candidats l'utilisent. C'est pas forcément une bonne raison pour de techno que de dire bah, elle est là, on attache toi, mais quand même, elle est là. Et on voit qu'il y a des processus qui peuvent être optimisés, qui sont parfois chronophages, parfois fastidieux et complexes pour nos candidats. Donc pourquoi pas se servir de ça? Est-ce que l'IA seule répond à toutes nos questions, à qui ont besoin? Je pense pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit là clairement, c'est que l'IA, elle doit être guidée, elle doit être drillée. Il faut absolument lui donner une base de connaissances, un cadre de travail. Et ça, c'est un petit exemple où je pense qu'on pourrait multiplier les exemples sur ce point-là. Donc, ça nous amène, nous, à nous poser la question de nos métiers et comment on utilise cet outil. Et enfin, ce qui veut dire que derrière cet outil, il faut sûrement aussi revisiter notre approche globale d'intervention sur ces candidats pour introduire ce nouveau service-là et probablement gagner du temps et optimiser certaines séquences, comme je disais un peu au premier page, pour maximiser le temps qui est plus dans le relationnel et de l'accompagnement des candidats. Ouais, utiliser l'IA pour remettre de l'humain. Merci. Merci beaucoup Yannick.
Je vais passer maintenant la parole à Pierre, hein, qui est postdoc à DreamU au sein d'Aix-Marseille Université et qui va nous parler de l'observatoire de la plateforme inauguré le 4 juin. Donc Pierre, est-ce que tu peux nous parler de cette plateforme, hein, qui a pour ambition de rassembler toutes les pratiques et les usages de l'IA en formation, s'il te plaît? Oui, alors bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Euh, voilà, alors c'est juste un truc que je voulais vérifier, c'est dommage. Dans le cadre blanc, normalement, il y a l'URL en fait qui est censé s'afficher. Donc c'est dommage, c'est la seule chose qui manque et pourtant ça serait la chose la plus importante. Donc je vous la donnerai à l'oral. Elle est censée être en bleu en fait, mais on ne la voit pas. Voilà, donc petit souci peut-être de mise du lien. Donc je reprends. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qui a été lancée donc sur Aix-Marseille Université au niveau du projet DreamU sur lequel je travaille. Donc DreamU, c'est un projet France 2030 qui accompagne notamment la réussite étudiante dans les premiers cycles. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir rencontrer d'autres publics liés à la formation et notamment la formation continue et professionnelle, puisque la volonté en fait qui a été derrière la mise en place de cette plateforme, donc une plateforme qui a été impulsée par la vice-présidence formation de l'Université d'Aix-Marseille, suite notamment à cette révolution ou disons ce chamboulement qu'on a tous rencontré dès 2023 avec l'arrivée de ChatGPT. Et donc plusieurs choses qui ont été faites et qui ont amené à cette plateforme, notamment la première, si on devait avoir une étape, ça serait la mise en place dès fin 2023 dans les modalités de contrôle et de connaissance d'une clause pour, disons, interdire en fait l'utilisation de l'IA, sauf si c'est explicitement autorisé par les enseignants. Et suite à ça, en fait, courant 2024, en fait, un GTIA a été mis, un groupe de travail sur l'intelligence artificielle en formation a été mis en place, qui a abouti donc à plusieurs réflexions, plusieurs constats sur notamment le manque de sensibilisation, le manque d'information, le manque d'espace d'échange et de discussion autour du sujet. Et donc, suite à ça, on en arrive à cette plateforme sur laquelle donc j'ai pu travailler là toute cette année et qui s'appelle donc Opsia Formation. Donc, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'URL. Je vous la donne en une fois si vous voulez. C'est observatoire-ia-formation.univ-amu.fr. Désolé. Voilà. Sinon, il y a un QR code qui vous donnera donc effectivement un accès beaucoup plus simple. Ce QR code vous envoie directement sur la page d'inscription, mais à partir de là, vous pourrez revenir en arrière. N'hésitez pas si vous pouvez partager l'URL, parce que c'est vrai qu'avec tous ces tirets et ces points, c'est un peu compliqué. Le QR code est là pour ça, mais c'est vrai que comme il y a quand même pas mal de personnes sur des ordinateurs, ça aurait été bien de la visualiser. Voilà. Merci. On a une ingénierie en direct. Super. Voilà. Donc cette plateforme donc, qui se nomme Opsia Formation, pour bien insister sur l'aspect formation, on la présente en fait comme un observatoire des usages, mais aussi parce qu'il n'est pas question uniquement de se concentrer sur l'observation, comme un laboratoire de pratique. Pourquoi ? Parce que si on prend les usages au sens un petit peu du prescrit, ou de ce qui se fait ou de ce qui peut être recommandé, en réalité, on n'en est pas tout à fait là, même 2 ans après cette fameuse révolution. Et d'où la nécessité en fait, d'être aussi dans une forme de laboratoire, notamment pour favoriser les échanges, laboratoire d'idées, laboratoire de pratiques. En fait, faire un peu l'état des lieux de tout ce qui se fait sur le terrain.
et aussi pouvoir recueillir un peu le besoin. Donc, dans cet observatoire, en dessous, ce que vous avez, en fait, c'est les 4 grandes entrées en fait, qui découlent justement des réflexions du groupe de travail IA en formation qu'il y a eu avant et qui a amené à cette plateforme. Et donc, les principales axes, c'est c'est observatoire, veille, formation et séminaire. Donc, dans l'observatoire, en fait, on y retrouvera des outils un peu liés aux missions d'un observatoire qu'on retrouve en général, comme par exemple des enquêtes, euh, des enquêtes, des espaces donc d'échange et de discussion. Ça, c'est pour le côté un peu plus laboratoire, justement. Et c'est probablement ce qui nous distingue un petit peu d'autres initiatives. Donc, il y en a, hein, il y en a des initiatives. Il y en a beaucoup plus peut-être dans l'éducation nationale. On voit par exemple des communautés assez actives qui sont assez fédérées et assez centralisées, donc où il y a des espaces d'échange possibles, qui sont d'ailleurs ouverts au monde universitaire et au monde de la formation. Et nous, on a voulu justement avec cette plateforme essayer aussi d'avoir un espace propre au niveau de l'université, qui n'est pas réservé uniquement à Aix-Marseille Université, qui est ouvert plus largement. C'est pour ça qu'il y a un principe de création de compte et le QR code pour s'y inscrire. Donc, c'est ouvert à toutes les personnes de la formation et pas uniquement de la formation donc, initiale, mais aussi de toutes les formations. Pourquoi ? Parce que l'objectif, justement, dans cet observatoire, c'est vraiment d'aller chercher les besoins, quelles sont les pratiques sur le terrain et d'avoir un espace d'échange et de partage. C'est pas un endroit où on va se retrouver entre spécialistes ou experts à parler de sujets autour de l'IA qui soient inaccessibles. Au contraire, c'est ouvert à tous les niveaux et c'est justement là pour pouvoir à terme aussi éclairer un petit peu la gouvernance ou le politique sur les actions à mettre en place, sur les projets peut-être à mettre en place, les financements, etc., pour aller plus loin en fait sur ce sujet. Parce qu'en fait, on en est encore vraiment à ce stade-là, en fait, d'expérimentation. On n'a encore aucun choix arrêté. Vous avez peut-être probablement remarqué à l'université, il y a des histoires de chartes qui se mettent en place avec plus ou moins de difficultés. Voilà. Et pour l'instant, en fait, on est encore dans cet état de recherche un peu et de réflexion pour pouvoir passer à l'action à l'échelle plus large. Voilà. Ensuite, pour les autres parties, principalement, on a donc un espace de veille qui sert à centraliser un petit peu l'information qui passe. Encore une fois, pas forcément uniquement à MU. Vous verrez que dans la ligne éditoriale, si on peut dire ça comme ça, actuellement, on relaie beaucoup de choses qui viennent finalement du monde de l'éducation plus largement et ou parfois de nos amis canadiens ou québécois qui sont aussi un peu plus en avance peut-être sur ces thématiques-là. Et voilà, et c'est un espace de veille qui est aussi voulu pour être contributif, ce qui veut dire qu'on est dans la recherche aussi d'expérience et de retour d'expérience, de témoignages éventuellement de personnes qui font déjà des choses avec l'IA dans leur contexte de formation. Voilà. Et les deux dernières parties, j'irai assez vite, mais globalement, ça concerne la formation, ça concerne bien évidemment toute l'offre de formation qu'on peut avoir sur l'IA en formation au niveau Aix-Marseille. Donc là, pour le coup, c'est plutôt réservé en interne et c'est un relais de la formation dont peut-être Eric, à ma droite, reparlera ensuite. Et les séminaires, ça viendra plutôt courant rentrée prochaine. Et l'idée, justement, c'est de mettre en place quelque chose d'assez régulier pour avoir des rencontres aussi, pas uniquement du virtuel et de la synchrone avec des plateformes d'échange et de discussion, mais aussi voilà, pouvoir valoriser ce qui se fait et pouvoir avancer sur ce sujet. Voilà, et je crois que je coupe le temps. Merci beaucoup. Merci Pierre. Et donc, on vous invite fortement à utiliser le QR code et l'adresse pour aller télécharger donc, l'accès à cette plateforme. Je vais passer maintenant la parole à Carolina. Carolina qui va nous parler de son expérience d'une formation qu'elle a mis en place
Et Carolina, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu aurais conçu cette formation aux usages des IAG pour les étudiants comme tu l'aurais fait pour les professeurs? Merci beaucoup Francine pour ta très bonne question. Et la réponse est non. Quand on conçoit une formation pour nos collègues, moi-même étant enseignante-chercheuse dans la composante IAE d'Aix-Marseille Université, et ayant conçu une formation IA et pratique pédagogique pour l'ensemble des enseignants, à la fois permanents mais également vacataires, avec notre collègue Jacques Paratti, professeur émérite en sciences, lui, à la base chimiste, et qui connaît très bien l'usage des IAG et qui est sur tout le monde de l'enseignement supérieur. Quand on a conçu cette formation, on a vraiment réfléchi à comment la faire accepter par des enseignants qui peuvent être parfois, même s'ils identifient un besoin d'être formés à quelque chose d'aussi transformationnel que l'usage des IAG, et comment leur faire accepter cela sans qu'ils se sentent diminués. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'en dire tellement plus pour que vous compreniez mes propos. Et je vais vous donner un tout petit peu de contexte, et je vais parler de ma composante. Bon, moi, avec Pierre et Eric, en fait, c'est les trois parties du groupe de travail IA et pédagogie au niveau d'AMU. Et en même temps, on essaye de faire des expérimentations. Par exemple, Pierre a parlé de l'OPSIA, qui maintenant est totalement formalisé et ouvert. Et nous, aux côtés de l'IAE, donc l'année 2023-2024, donc quelques mois après que ChatGPT ait été ouvert au grand public, on a commencé à sentir que nos étudiants utilisaient les IA, mais on ne s'en est pas plus préoccupé que ça. Cependant, septembre 2024 est arrivé et on a, pour beaucoup d'entre nous, passé une année difficile, 2024-2025, dans laquelle nos étudiants, d'un côté, utilisaient beaucoup l'IA. Nous, n'étant pas connaisseurs ou suffisamment connaisseurs de ces pratiques, on ne savait pas très bien comment réagir à ça. Sans compter l'image que les étudiants ont eue de cours professoral, peut-être qu'ils ne se mettaient pas à jour sur le monde dans lequel on est, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et troisième constat, c'est que les personnes qui recrutent nos étudiants, c'est-à-dire les organisations et plus particulièrement les entreprises, attendent, et nous l'ont clairement dit, attendent qu'on les forme à l'usage à la fois responsable, pas uniquement à l'usage tout court, mais à l'usage responsable, éthique et raisonné de l'IA. Donc tout ça nous est un peu tombé dessus et tout le monde a compris qu'on avait besoin de se former. Je pense qu'il y a de nombreux enseignants, chercheurs et vacataires qui se forment dans leur coin. Moi, j'ai passé l'année à suivre des webinaires dans tous les sens, même à 3 heures du matin, quand ils étaient proposés aux États-Unis ou en Inde, à n'importe quelle heure, qui pour moi se retrouvaient dans pleine nuit. Et c'est là en discutant aussi dans le groupe de travail, on s'est dit on a absolument besoin de former nos enseignants à l'utilisation des IAG pour la pédagogie. Et on a fait ça assez rapidement, c'est-à-dire qu'on y a passé beaucoup de temps à la conception et on a décidé d'avoir une entrée non pas par les usages de l'IAG, mais par les étapes pédagogiques de la structuration d'un cours. Et ces étapes sont au nombre de 3. C'est la préparation des cours, 1. Le déroulé du cours quand on est avec les étudiants, que ce soit en ligne ou en face à face en présentiel, et enfin tout ce qui se passe après pour la validation des connaissances et des compétences de nos étudiants, qu'on peut appeler également évaluation. Cela permettait également aux professeurs et aux vacataires qui assistaient à la formation de pouvoir passer l'été à revoir leurs cours pour la partie préparation. Ensuite, le déroulé arrive un peu plus tard, septembre, octobre, novembre ou plus tard pour certains. Et puis l'évaluation, ils avaient un petit peu plus de temps. Et là également, on s'est aperçu que pour qu'il y ait appropriation, il fallait comprendre et vraiment s'adapter à notre auditoire d'enseignants, c'est-à-dire de bien leur montrer qu'on respectait leur rôle d'expert
dans leur sujet, l'emploi du temps très très chargé, bien sûr, qu'ils ont à tout moment de l'année, quel qu'il soit, et puis l'importance aussi de leur parler d'égal à égal, hein, et donc de bien se positionner comme étant nous-mêmes, donc les deux personnes qui animent la formation, disons, au même niveau qu'ils pouvaient être eux, simplement ayant réfléchi un peu plus sur le sujet. Et donc pour cela, c'est transformé en 3 sessions, donc de 3 heures chacune, proposées 3 fois à 3 créneaux différents, après avoir sollicité par des éventos et des tudels la possibilité de dates venant d'eux. Donc on essayait de leur montrer qu'on s'adaptait au maximum à leurs besoins. Puisque les enseignants réagissent mal, et je me mets dedans, quand on nous envoie une date imposée qui sort de nulle part et qui ne tient pas compte de nos obligations. Donc on a passé notre temps à essayer de nous adapter à cette demande-là. Et puis on a ouvert également la formation aux vacataires. Il faut savoir qu'en sciences de gestion, les IAE, peut-être il y a des personnes dans la salle qui sont là-dedans, on a beaucoup de vacataires, nous on en a 70%. Pour l'étudiant, avoir un enseignant permanent ou un enseignant vacataire, ça ne fait pas de différence, hein, quand il s'agit de considérer sa légitimité devant l'étudiant. Et nous avons eu 66% qui consistait à peu près 25% de l'ensemble des enseignants qui se sont inscrits à la formation, et il y en a 33 qui l'ont terminé, donc 50% qui l'ont complètement terminé, c'est-à-dire les 3 séances en entier. La plupart d'entre eux ont raté une séance, même si elle était proposée 3 fois. Ça, c'est pour que vous ayez un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Alors, ce qui est important, c'est de savoir que, comme on est entre enseignants, c'est-à-dire des gens qui savent réfléchir, qui aiment réfléchir et qui aiment dire qu'ils savent bien réfléchir, il y avait quand même toujours une espèce de volonté de philosopher autour des IAG, des risques, de ci, de ça. Là, j'ai dû être un peu directive en disant, en plus je ne suis pas plus ça qu'en philo, mais pour que vous sachiez, pas de philosophie. Apprenez, on applique, on sait faire, et une fois qu'on est un peu compétent, on philosophe. Et comme ils me voyaient très très sérieuse quand je le faisais, de toute façon on les a tout de suite envoyés, quand je dis envoyés, façon de parler, mis en travail en équipe pour pratiquer. Donc il fallait qu'ils ont pratiqué avec une entrée par la pédagogie, hein, donc par exemple la taxonomie de Bloom, ou qu'est-ce que un scénario pédagogique, qu'est-ce que la pédagogie, tout ça, simplement utiliser les éléments, mais en ce qu'ils ont, utilisons cette situation pour rappeler la auto auquel on ne pense pas pour les temps on doit réagir dans nos cours si on les lâché en France. Donc, c'est une image également d'institutionnellement se dire, revenons sur les choses importantes, sur la pédagogie, comme les grilles d'évaluation, etc. Et on a pratiqué beaucoup d'outils, ou comment on peut l'appeler, de LLM pour les grands LLM, mais c'est même des outils comme Napkik, Gamma, Skimly. On a beaucoup utilisé ChatGPT, Mistral. Ils pouvaient utiliser le LLM qu'ils voulaient. Nous, on n'était pas... Mais on a essayé de trouver uniquement des outils qui étaient gratuits, parce que sinon, on philosophait aussi là-dessus. Et comme on ne voulait pas de philosophie, donc ils ont pratiqué. Et on est allé crescendo également sur la difficulté de l'usage de l'IAG sur les 3 séances. Par exemple, ce n'est qu'à la 3e séance qu'on a commencé à faire des chatbots et des assistants GPT ou des assistants avec Perplexity, etc. Et là, il y a eu un peu un effet waouh, inattendu de notre part, mais qui nous a fait très plaisir, et je conclue avec ça, c'est qu'il y a 2 choses à terme de conclusion un peu plus conceptuelles. La première, c'est que l'enseignant a une difficulté, même s'il a un besoin, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, si vous regardez le schéma, il est conscient d'être incompétent sur les IAG, attention, que le passage à la compétence consciente, bon, on a, je pense, réussi à la faire, hein, avec un peu de résistance, mais c'est qu'en même temps, bon, challenging pour nous, intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit à la fin,
finalement, je m'aperçois qu'il ne s'agit pas tellement de comprendre comment fonctionnent ou les outils de l'IAG, bien sûr ça c'est nécessaire, mais ce n'est qu'au service de revoir complètement ma pédagogie ou de revoir complètement les choix pédagogiques de la composante, ici l'IAE. Je parle que de l'IAE parce que je n'ai pas de légitimité de parler au-delà, mais moi je suis convaincue, en tant qu'experte en conduite du changement, que le point de départ, c'est savoir former nos enseignants, et le point d'arrivée, ce qu'on veut changer, c'est toute la pédagogie dans l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Il faut revisiter le projet pédagogique à l'ère de l'IA. Merci beaucoup. Niki, merci et merci beaucoup Carolina pour ce témoignage et cette expérience. Je vais passer maintenant la parole à Eric, qui est ingénieur pédagogique au CIPE. Et Eric, est-ce que tu peux nous parler du rôle et des outils mis en place par le CIPE à AMU pour accompagner les enseignants et les étudiants dans la pratique des outils numériques, s'il te plaît? Alors d'abord, je remercie les organisateurs pour votre invitation à parler aujourd'hui. Et donc je suis Éric Olivier, j'appartiens au CIPE. Le CIPE, c'est le service de centre d'innovation pédagogique d'AMU. Et il traite de l'innovation pédagogique et il parle aux enseignants, il les accompagne, il les forme, il documente tous les outils numériques qui sont à leur disposition dans AMU. La documentation, l'assistance et les constructions pédagogiques. Donc évidemment, quand en fin 2022, ChatGPT est arrivé dans l'espace public de manière tonitruante, eh bien, alors au CIPE, on a décidé de faire une veille technologique dont je me suis chargé. Ça a commencé dès janvier 2023. Alors, je vous précise que moi, je suis mathématicien de formation et je ne suis pas un spécialiste de l'IA ni de l'IA générative, puisqu'on parle de l'IA générative, hein, c'est ça le principal problème. Mais comme étant mathématicien, j'étais quand même assez bien désigné pour faire cette veille technologique et j'ai été vraiment très étonné par les capacités effectives de ChatGPT 3 à l'époque, qui n'était pas vraiment encore un outil professionnel. C'était une découverte, on pouvait discuter avec cette machine, mais ça n'allait pas bien loin. Quand je parle de professionnel, évidemment, je regardais ça du point de vue de l'éducation et de la formation à l'université. Donc ça a duré depuis 2023, et puis évidemment, l'institution s'est saisie de cette question, c'était une évidence, et il a été décidé de construire un GT IA en formation. Alors, je précise que le CIPE est l'interlocuteur de toutes les composantes d'AMU. Donc, c'est transdisciplinaire. Carolina vous a parlé d'une composante et elle a mis en place des formations dans une composante. Et ça, c'est un élément très important. C'est comment on aborde ce problème de l'IA générative à l'université. Eh bien, en particulier, il y a plein d'axes. Il y a l'axe pédagogie, il y a l'axe infrastructure numérique, il y a l'axe recherche. Tous ces axes dans l'université sont touchés par l'IA générative. Et dans la formation, il y a toutes les disciplines. Donc, comment on aborde ce problème qui est un problème global? Alors, l'institution, en particulier la vice-présidence formation, s'est saisie évidemment de cette question. Et aux alentours de février 2024, il a été décidé de mettre en place un GT IA en formation, dont a déjà parlé Pierre, qui a abouti en particulier à la construction de la plateforme Opsia Formation. Alors, février 2024, vous voyez, c'est à peu près un an après l'émergence de ChatGPT, mais ça correspond à peu près à la sortie de ChatGPT 4. Et là, je fais la différence entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4. ChatGPT 4 est déjà un outil quasi professionnel. Et donc, à ce moment-là, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, des universités qui ont interdit ChatGPT et d'autres universités qui ont autorisé ChatGPT et se sont abonnés, professeurs et enseignants et étudiants, à des comptes ChatGPT.
Donc, au moment où on a commencé à réfléchir ce GT, voilà la situation. On a un outil qui commence à devenir professionnel, ce n'est plus une curiosité. Et on comprend que ça va massivement impacter l'enseignement, en tout cas à l'université. Alors, comme je le disais, le CIPE est transversal. Il est un interlocuteur de toutes les composantes. Donc, on a réuni des représentants des composantes, des ingénieurs pédagogiques et de la gouvernance. Moi, j'ai travaillé avec Pascal Brandt-Pomarez, qui est la vice-présidente innovation numérique pour la pédagogie. On a travaillé donc sur ce GT. C'était 4 sessions de 2 heures qui se sont réparties tout au long de février jusqu'à juin. Et on a commencé... Bon, en fait, l'idée, c'était de faire un état des lieux, car il était évident que ce n'était pas un problème qui allait se résoudre du jour au lendemain. C'est un problème qui va prendre des années à être résolu, et il fallait prendre le problème à la base. On a commencé par faire témoigner des enseignants qui avaient déjà fait des expériences. Il y avait déjà 1 an de ChatGPT à l'université, et il y avait des enseignants qui avaient fait des expériences. Donc on a commencé à discuter autour des expériences pour essayer de faire un diagnostic, mais vraiment basique, des problèmes que soulevait ce ChatGPT et ces IA génératives. Alors, quels sont les principaux axes qui sont ressortis? Eh bien, un premier constat, c'est que les enseignants étaient confrontés à des étudiants qui avaient plus facilement pris en main ces outils que eux. Donc, il y avait une asymétrie qui va très loin, parce qu'en fait, avec ChatGPT, c'est la première fois que des enseignants vont enseigner à des étudiants qui n'ont pas les mêmes outils, qui n'ont pas les mêmes écosystèmes numériques qu'eux, ils avaient quand ils étaient étudiants. Depuis des siècles, un enseignant qui enseigne à ses étudiants, il a une représentation des modes de travail de ses étudiants, parce que lui-même était étudiant à une époque et qu'il a lu les livres, il est allé à la bibliothèque, peut-être qu'il a utilisé Wikipédia, mais Wikipédia, c'est un livre en ligne, en fait. Là, c'est complètement différent et il se sent un petit peu désemparé. Donc, très rapidement, il y a quelques axes qui se sont très simples, qui se sont dégagés. Besoin d'une formation des enseignants pour combler ce gap, c'est-à-dire qu'ils puissent à minima parler le même langage, être à égalité face à ces outils. Ce n'est pas très ambitieux, mais c'est quand même très fondamental. L'autre, c'était effectivement de sensibiliser les étudiants, de faire des formations étudiants sur l'éthique et les bons usages qu'on peut faire avec ces IA, car même sans parler de triche, on pourra avoir des mauvais usages clairement de mauvais usages de ces outils sans s'en rendre compte et de prendre de très mauvaises habitudes. Donc, il y a besoin d'une sensibilisation aussi des étudiants. Ensuite, on en a déjà parlé, c'était la construction d'une plateforme d'observatoire des usages. Donc, ça a été Opsia Formation qui a été lancée le 4 juin dernier. Et aussi la mise en place, alors l'observatoire des usages, Pierre vous en a parlé, c'est vraiment dialoguer, discuter collaborativement de ce qui se passe. Sachant que le problème si c'était une cible, ça serait une cible mouvante. Parce que chaque mois, chaque semaine, ces technologies évoluent. On ne peut pas dire qu'il y a un usage maintenant. Maintenant, il y a des dizaines d'usages possibles avec ces IA. Donc, il y a besoin de réfléchir en continu, et je pense pour longtemps, sur les usages qu'on peut faire et de ressortir de ces pratiques des conclusions à partir de cette plateforme. Il y a aussi un autre point qui a été dégagé de ce GT, c'est la construction d'un séminaire sur un séminaire plus académique. Alors, il me reste 2 minutes, je vais terminer sur le cœur, les formations. Alors, les formations, comme je vous l'ai dit tout au début, il y a, à ma connaissance, pas de spécialiste de cette question de l'IA en formation. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui a 2 ans. Donc effectivement, il y a des spécialistes en éducation, il y a des spécialistes en IA, mais des spécialistes de ce qui se passe maintenant, en ce moment, dans la formation, du point de vue étudiant, du point de vue enseignant, bon, il n'y a pas grand-chose. Alors,
quand on dit formation à l'université d'Aix-Marseille, nous, on a un modèle. C'est qu'on a un logiciel, on a un système, par exemple Moodle, hein, et puis on fait des formations sur les usages pédagogiques de Moodle. Mais là, on n'a pas de plateforme d'IA générative et ça va durer encore longtemps pour des problèmes de souveraineté numérique, pour des problèmes de sécurisation des données. On ne peut pas s'abonner à une plateforme dont les serveurs sont en Californie. Hein, bon, c'est évident pour tout le monde. Et d'ici qu'on ait des infrastructures numériques, peut-être collégiales à un certain nombre d'universités françaises, ça va prendre du temps. Donc, on est obligé de faire des formations sur des outils grand public avec toutes les limitations que vous pouvez imaginer. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle des ateliers découvertes. L'atelier découverte, c'est quoi? C'est exactement la même philosophie que je vous avais présentée au début. C'est qu'au moins les enseignants et les étudiants ils puissent parler de la même chose quand ils parlent d'IA. Évidemment, au cours de ces formations, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexions sur quel est le statut de l'IA dans la formation par rapport aux évaluations. Mais tout ça, et j'insiste bien, c'est une construction qui doit être collective. Il y a des ingénieurs pédagogiques comme moi qui ont des compétences, peut-être une meilleure acquaintance à la technique, mais des enseignants qui, eux, ont des problèmes concrets d'évaluation. Et je terminerai là-dessus en disant qu'il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps de manière collégiale, collective, et donner une réponse dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour le partage de cette vision et de cette nécessité du collectif dans cette réflexion. On est à Portalis dans la fac de droit, donc il faut terminer avec bonheur par une réflexion juridique et éthique sur les enjeux. Donc, Sophie, qui est maître de conférence et co-responsable du Master 2 en droit social, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu peux nous parler des enjeux éthiques et juridiques qu'a amené l'utilisation de l'IA à l'université et quels sont les enjeux éthiques qui se posent et qui ont amené à l'adoption de règles, s'il te plaît? Alors j'ai envie de dire, bonjour à tous, que le premier enjeu pour les juristes, c'est suivre le rythme. Et on n'est pas très bon en la matière, on a toujours un train de retard, mais alors là, ce n'est pas un train, hein, on a une technologie de retard, et donc c'est vraiment pour nous l'enjeu. Il faut savoir qu'entre le moment où une règle est créée et qu'elle soit appropriée par chacun d'entre nous et qu'elle soit appliquée, qu'on ait du contentieux, on compte en général au moins 5 ans. Sauf que nous parlons du règlement européen de l'IA, j'évoquerai rapidement les principes, je ne vais pas vous faire un cours de droit là-dessus, qui a été adopté l'année dernière, qui commence à rentrer en vigueur et qui rentrera en vigueur sur 3 ans, c'est étalé. Et souvent, vous connaissez le RGPD, le Règlement général de protection des données, mais qui est aussi tout jeune, c'est un bébé encore. Il est né en 2016 et il est rentré en vigueur en 2018. Donc voilà, donc on est un petit peu en retard, mais on essaye d'accélérer. Alors les enjeux, on le dit, hein, c'est surtout la question de l'IAG, je n'ai pas fait de support. L'IAG et effectivement son ouverture au grand public, qui a donné lieu à un sujet dans la société, dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez un guide qui vient d'être mis en ligne il y a quelques jours par le ministère. Le ministère a mis un guide en ligne qui vise à questionner les usages, alors les potentialités, quels pourraient être les atouts, les limites, les risques, et aussi de poser un cadre. Donc je ne vais pas paraphraser ce guide, ça aurait été très simple, j'aurais pu le donner à ChatGPT ou à Perplexity ou à Netbook ou autre, et lui demander de me le résumer, mais j'ai choisi une autre démarche. Alors pour répondre à la question des enjeux éthiques, et il en découle les enjeux juridiques, c'est nécessaire. Quels sont les enjeux éthiques? J'ai envie de dire qu'on a beaucoup d'enjeux éthiques qu'on se posait déjà tout simplement sur la question du numérique en tant que tel. Et ces enjeux, ils ont été amplifiés en fait avec le passage à l'IA. D'abord, on a un enjeu qui est peut-être plus spécifique, c'est la question des biais. Et moi, en ce qui me concerne, ça fait depuis 2020 que je travaille sur la question des biais, notamment discriminatoires, qui sont induits par les algorithmes et l'intelligence artificielle. Les systèmes d'IA peuvent générer, amplifier des biais, des préjugés. Voilà. Que ce soit effectivement qu'ils soient portés par les concepteurs de manière consciente ou non, ou tout simplement dans les données qu'on va donner à la machine. Vous donnez à manger à la machine, et en fait, en se nourrissant, elle va dire « Ah, j'ai trouvé une manière de sélectionner qui marche bien,
tout le monde, ah bah tiens, dans ce que j'analyse, ça se passait comme ça, je vais l'amplifier. Vous en avez peut-être entendu parler. Parcoursup a été critiqué, mais au-delà de l'université, il y a d'autres problématiques qui se posent actuellement avec les discriminations liées à l'IA. On a aussi comme risque et enjeu l'opacité. On parle souvent de la boîte noire. Cette idée, effectivement, qu'on ne sait pas comment elle fonctionne et on ne sait pas expliquer toujours l'issue, les données de sortie, le résultat. On a la question de l'atteinte à la vie privée et la protection des données. Et c'est vrai que ça pose une question de veille aussi, on va en parler. On n'en parle pas trop spécifiquement dans notre secteur, mais il y a un autre enjeu qui est assez important, qui est l'impact environnemental. Et oui, l'IA a faim, et il faut la nourrir, et ça prend de l'énergie. Donc vous avez tout ce qui pose la question, effectivement, que ce soit les matériaux rares, la consommation en eau, en électricité, l'empreinte carbone qui est accrue. Dans le cadre pédagogique, on a toute la question, et je pense que ça a déjà été soulevé de manière explicite ou implicite, c'est toutes les conséquences sur le processus cognitif, la construction cognitive, l'appropriation du savoir. Et si je prends des problématiques éthiques plus générales, mais que nous retrouvons à l'université, que l'on se positionne du côté des stagiaires, des enseignants-chercheurs ou des gestionnaires, on a un risque qui est réel, qu'on a pu identifier dans d'autres domaines avant, et l'informatique l'a fait déjà pour nous, l'intensification du travail. Parce que souvent, on nous dit « ça va vous aider », mais souvent, en fait, ça justifie qu'on recharge encore plus la mule. La détérioration, effectivement, des conditions de travail, voire de formation. Les dangers pour la santé, physique ou mentale. Le risque de surveillance accrue. Là, je suis très générique. La perte d'autonomie. Alors déjà, que parfois, j'ai l'impression d'être moins autonome. Maintenant, je suis bon qu'à cliquer sur un bouton. Et j'ai plus ce temps d'analyse. Une forme de déshumanisation. C'est un risque. La perte de maîtrise. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup dans les dernières études, car sachez-le, ça y est, on a des travaux qui commencent à sortir. Dans le domaine de l'éducation, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de spécialistes, mais il y en a qui travaillent dessus. Il y a une étude notamment qui se pose la question des défis éthiques, qui a été portée par Montpellier, qui a été publiée cette année, sur les usages dans l'enseignement supérieur. Vous avez justement cette perte de maîtrise, cette perte de savoir-faire, finalement une perte d'expertise, et cette perte d'expertise peut aboutir à une dépendance technologique. Voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre dans d'autres secteurs. Moi, j'ai travaillé sur notamment l'accès aux droits sociaux et l'utilisation de l'IA dans les organismes de protection sociale. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, le fait que je ne sais plus faire si la machine ne le fait pas. Et donc, je ne suis plus en capacité, et c'est là où on voit le risque, je n'ai plus la main. Car de toute façon, si la machine ne fait pas, moi, je ne saurais pas le faire, puisque je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne me rappelle même plus quelles ont été les règles qu'on a intégrées. Pour vous donner un exemple d'impact, et c'est vraiment la question de garder la main, moi, j'avais discuté effectivement avec des professionnels qui sont en charge de la formation dans des organismes sociaux, qui me disaient, à une époque, quand une personne était recrutée, on l'a formée pendant 2-3 semaines en lui expliquant l'esprit, effectivement, de notre action, nos objectifs, les règles de base, et à la fin, on lui expliquait comment fonctionnait le logiciel. Maintenant, ils arrivent, en 2 jours, on les forme sur le logiciel, et puis c'est tout. Et donc, voilà, cette perte qui est constatée. Donc, pour autant, je suis pessimiste car je suis une juriste, moi, j'utilise l'IA. Et j'utilise l'IA depuis que ChatGPT est sorti. Et puis, je passe beaucoup de temps sur différents outils et j'essaye de trouver toujours de nouveaux outils. Et pour moi, je trouve que c'est un atout pour améliorer, avoir plus de ressources. Voilà, je l'utilise totalement. Donc, j'ai envie de dire, l'IA peut être au service, selon moi, de la pédagogie, même de la recherche. J'essaye de réfléchir actuellement sur comment la mobiliser dans des travaux de recherche pour gérer une grande quantité de données. La gestion administrative, sous réserve, et je pense que c'est l'enjeu qui a déjà été soulevé, de former et de sensibiliser les utilisateurs. Que ce soit alors, former, sensibiliser sur le fonctionnement et les usages et les limites, ce qu'on ne doit pas faire aussi. Et tous les utilisateurs, que ce soit les stagiaires, les gestionnaires et les enseignants-chercheurs, bien entendu. Donc je ne prendrai jamais une interdiction absolue de l'IA, mais je dirais plutôt qu'il faut qu'on ait une utilisation qui est raisonnée et raisonnable, et ne pas tout laisser à l'IA. En même temps, si je viens maintenant sur les enjeux juridiques, il y a une réalité, c'est que le fait qu'on soit dans un monde un peu immatériel nous a laissé croire, et ça c'est un phénomène qui est beaucoup plus global que l'IA, que le droit s'y appliquait pas. Voilà. Le fait d'être dans du cyber, du numérique, pour vous dire, le harcèlement, l'interdiction du harcèlement, pour vous donner un exemple qui est hors du champ, l'interdiction du harcèlement ne dit pas c'est uniquement dans les rapports physiques, matériels. Et pourtant, on a dû créer un texte pour le cyberharcèlement. Donc on se trouve dans un phénomène où d'un seul coup,
Chacun d'entre nous avons tendance à dire, comme c'est numérisé, comme c'est l'intelligence artificielle, eh bien finalement c'est une zone de non-droit. Et on n'est plus nécessairement attentif au fait que si, il y a des règles qui existent, et ça s'applique aussi à l'égard de ces technologies. Pour les étudiants, ChatGPT existe, pourquoi je l'utiliserai pas pour faire mes devoirs? Voilà. Eh bien, il a fallu rappeler que non, quand l'enseignant dit qu'il ne faut pas utiliser de support, si c'est pas, notamment pendant les examens, et on le voit en section disciplinaire, hélas, l'étudiant, pour lui, se dit finalement, on peut l'utiliser, ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc attention, il n'y a pas nécessairement une réflexion préalable des atteintes qui peuvent être induites par cette utilisation. Et d'ailleurs, on a dû créer un droit du numérique, on le renforçait, il existait déjà, mais le RGPD a été une première étape. Le règlement, je vous l'ai dit, européen, qui s'est venu s'ajouter. Mais en même temps, à côté de ça, les règles qui existaient existent toujours. Le code de l'éducation, notamment. Alors, pour finir, dans les 2 minutes qui me restent, finalement, oui, il faut l'utiliser. Quelles limites? Les limites, je vais vous donner des principes. Principe, ce que j'appellerais, excusez-moi, le principe de licéité. Seulement, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser l'IA pour faire quelque chose qui est interdit? Exemple, la notation sociale va être interdite par un texte, est interdite maintenant par un texte. Je ne peux pas utiliser l'IA pour plagier. Le champ de l'interdiction qui existait avant existe toujours. Donc les règles posées par le Code de l'éducation s'appliquent toujours. La transparence. La transparence et informer les personnes concernées. On doit informer les personnes qu'on utilise l'IA. On va avoir aussi la minimisation. La minimisation des données, c'est-à-dire qu'on va collecter des données, oui, mais on restreint la collecte de données. Je vous donne un exemple très simple. La civilité madame-monsieur. La civilité madame-monsieur n'a aucune existence juridique. Pour autant, on nous la demande tout le temps. Ce qui veut dire que, quelle que soit l'utilisation, j'ai des informations genrées. Ça tombe bien, le genre peut renvoyer au sexe ou à l'identité de genre, qui sont des critères discriminatoires. Si je vous demande cette donnée, qu'est-ce que j'en fais après? Donc la minimisation des données, je ne collecte que les données qui sont strictement nécessaires. La sécurité et la confidentialité des données, je ne les diffuse pas. Donc, un système de sécurité adapté. La conservation des données et la durée de conservation. Je ne vais pas les conserver ad vitam aeternam. La traçabilité, et là vous avez des règles particulières, notamment avec le délégué de protection des données. Et la fiabilité des données. La fiabilité des données, il y a les données qu'on va donner à la machine, s'assurer qu'elles sont fiables. Et il y a les données de sortie. Toujours avoir un regard critique sur ce que vous donne l'outil, parce qu'il peut avoir des hallucinations. Donc, tous ces principes, en fait, visent juste, et je conclurai là-dessus, à dire oui, l'IA, on peut l'utiliser, c'est encadré, mais c'est surtout qu'il faut garder la main dessus, et c'est vraiment l'enjeu en la matière. Merci. Merci Sophie, merci pour ce cadre et cette vision et ces prescriptions. Je propose maintenant de vous donner la parole. Idéalement, une question, un homme, une femme en alternance si c'est possible. J'aime le défi. Et n'hésitez pas, ils sont là. Il n'y a pas de questions? Bon, alors moi, j'ai demandé à Gemini une question. Voilà. Donc, comment l'IA peut-elle innover dans la personnalisation et l'adaptabilité des parcours de formation continue en allant au-delà des recommandations basiques pour anticiper les besoins futurs des apprenants et du marché du travail? Voilà ce que l'IA nous propose, que Gemini propose quand je lui pose la question. Quelles questions peut-on poser à l'IA en termes d'innovation en matière de formation continue? Je pense qu'on est vraiment dans cette thématique. Est-ce que ça génère d'autres questions chez vous dans l'Assemblée? Moi, si je peux me permettre de réagir, nous, on a un vrai enjeu chez les juristes, c'est qu'il y a des outils d'IA qui sont développés par des éditeurs auxquels nous n'avons pas accès. On sait que les étudiants y ont parfois accès dans les cabinets d'avocats. Et comment les former, nous, à utiliser des outils auxquels nous-mêmes, on n'a pas accès? C'est déjà une première difficulté. C'est-à-dire qu'on a cette difficulté où, en plus, en droit, on est très traditionnaliste. C'est-à-dire qu'on a toujours aimé le papier, on a toujours été un petit peu en décalé, surtout, notamment les innovations technologiques. Et donc, vous avez des cabinets qui sont encore à l'ancienne. Et il y a un décalage qui peut exister entre la pratique
2 cabinets qui vont aider, des cabinets qui intègrent l'IA, d'autres qui ne sont encore à dicter leurs conclusions. Ils n'ont même pas d'ordinateur sur les bureaux, moi je le vois encore. Et comment on peut faire une formation qui s'adapte à toutes ces situations, parce que c'est vraiment une difficulté quand nous, on ne sait pas quels sont les usages qui sont faits. Enfin, j'ai envie de dire... Oui, je voulais réagir à ce que tu disais. Cette question qui revient souvent, il faut que l'institution elle s'adapte parce que l'IA, elle est dans la société, l'IA, elle est dans les entreprises, elle sera un outil entre guillemets. À mon avis, ce n'est pas vraiment un outil. Est-ce que l'université doit préparer nos étudiants à utiliser ces outils ? De manière contre-intuitive, je dirais que non. Alors, pourquoi ? Parce que la rapidité d'évolution de ces outils est faramineuse et qu'il n'y a pas, à un moment donné, par exemple, pour les informaticiens, pendant leurs études, ils étudiaient l'algorithmie et ils étudiaient un langage de programmation comme le C++. Ils arrivaient en entreprise et c'était un autre système qu'ils utilisaient. Par contre, ce qu'ils avaient pu capitaliser, c'était l'algorithmie et non pas l'utilisation d'une syntaxe spécifique pour coder. Donc la partie outils spécialisés était un peu obsolète. Pour les IA, tous les outils toutes les plateformes qui sont en train d'être créées, elles évoluent en permanence. Donc quand vous avez 3 ans de formation, vous arrivez dans une entreprise, ça a changé. Donc je pense et je réinsiste sur ce fait, il faut vraiment que les enseignants-chercheurs réfléchissent à quelles sont exactement les compétences qui permettront, fondamentales, savoir lire, savoir écrire, savoir réfléchir. Du fondamental. Pour qu'une fois qu'on arrive dans l'entreprise, qu'on a un système d'IA qui sera probablement très intuitif, les capacités, les compétences que j'aurai acquises, classiques, que j'aurai acquises à l'université, vont me permettre de prendre en main ces outils de manière très facile et très performante. Donc, il faut un peu se décrisper sur le fait, mon Dieu, on ne prépare pas nos étudiants à ces IA qui seront... Non, préparez-les sur le fondamental, sur vos disciplines. Déjà, ça fait un peu tomber la pression. Moi, je vais prendre la parole, parce que c'est bien un peu de contradiction, tu vois, ça permet de réfléchir. Puisque je suis 100% d'accord sur ce que vous avez dit, et en même temps, les IA génératives ont quelque chose d'unique qui est un peu préoccupant quand on regarde comment les étudiants, et déjà restons sur le supérieur, qui me paraît bien plus simple que le secondaire ou le primaire, etc., c'est que ça donne cette image de quelque chose de magique. Hein, tu rentres un texte et il te sort un truc d'enfer où tu aurais mis toi 3 heures à trouver et encore tu n'aurais peut-être pas trouvé. Donc eux, c'est pour ça que l'usage raisonné, c'est-à-dire leur faire comprendre comment ça fonctionne, c'est un système probabiliste qui ramène toi la moyenne, que finalement quand on ne te demande pas correctement ou qu'on n'a pas, pour répondre à ta question Francine avec ta permission, moi j'utiliserai jamais l'IA pour répondre à quel type de formation devrait-on faire. D'abord, il me paraîtrait fondamental d'avoir identifié soi-même qui est l'auditoire, quelles sont les personnes qui vont être formées et quelles sont leurs caractéristiques. Quel est l'objectif d'apprentissage que je souhaite avec cette formation continue. Quels sont les objectifs pédagogiques. Une fois qu'on a tout ça, on pourra créer un prompt suffisamment détaillé, suffisamment adapté pour que toute proposition venant d'un quelconque IA puisse être une base de réflexion sur les projets didactiques actifs qu'elle va pouvoir te proposer. Si c'est fait comme ça, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de même l'augmentation de la créativité. Nous, on a fait quelques expérimentations à notre petit niveau, c'est les séances de gestion attention, c'est-à-dire que parfois ça vous donne des idées que vous auriez passé même 2 heures à discuter en intelligence collective, on n'aurait pas trouvé. Tout simplement parce que peut-être il a plus d'accès à des possibilités que nous, on n'a pas. Mais ce n'est qu'un support, qu'un soutien, qu'un ensemble d'idées qui nourrissent une réflexion dont tu as la maîtrise. Oui, pour compléter le débat,
Je pense qu'il c'est important quand même de se rappeler d'où on part en fond. Et moi, les universités, j'en fais partie, hein, je me mets dedans. Quand on parle de l'accès au savoir, de la diffusion du savoir par rapport à l'IA, j'ai parfois le sentiment qu'on est un peu comme si on était les calligraphes moines dans les monastères du Moyen-Âge, à qui on aurait demandé si l'imprégnée était une bonne ou une mauvaise solution. C'est-à-dire qu'en fait, on est des lieux de détention du savoir et on se retrouve confronté à un outil qui diffuse massivement du savoir. Alors, on a évoqué les limites, etc., et j'abonde, hein, mais quand même, on n'est pas totalement neutre dans cette affaire, et la réaction des établissements supérieurs sur l'interdiction, le contrôle, les règles, les cadres, etc., montre bien qu'on a quand même des formes de réticence latente qui s'expliquent parce que voilà, c'est normal. Après, je pense que ce qu'on voit arriver après ce premier état, qui était peut-être un peu un état de sidération, de surprise, ça a été un peu évoqué dans les interventions à travers les différentes versions, notamment de ChatGPT, on voit arriver des travaux là récemment. En fait, on portait mesurer sur des hautes possibilités. Comme les étudiants à qui on avait donné tout de suite un accès à l'IA pour produire des pas. Et à d'autres, on avait travaillé d'abord test meilleur. On voit qu'on a des impacts de la législation très différents. Bien évidemment, traite et des réponses, travail, etc. C'est beaucoup plus belle. Nous, le sud, qui a les moyens. Donc voilà, c'est des réponses très normées, très voilà. Et en plus, les enseignants derrière détectent tout de suite que le travail, il a peu d'intérêt, enfin, il est juste, mais peu pratique. Et à l'inverse, quand on est sur Brain First, on voit on génère des propositions, des idées, des réflexions, des prompts, du coup, derrière, et qui sont beaucoup plus pertinentes. Donc je pense qu'on est en train de passer dans cette séquence-là, mais voilà, n'oublions pas quand même que l'important, in fine, c'est l'usager, c'est l'étudiant, c'est le stagiaire en formation continue, c'est le candidat VAE, et de savoir comment est-ce qu'on l'accompagne avec ce nouvel environnement le plus utilement possible, et pas forcément de juger l'outil comme une forme de menace. Merci Yannick. Je passe la parole à Pierre pour terminer cette table ronde. Voilà, je vais essayer de clore peut-être en repartant un peu de la question de Gemini qui était vraiment longue. Mais qui est intéressante. Et c'est vrai que quand on demande par exemple aux IA qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, ça sort tout de suite des grands mots, des grandes expressions comme les apprentissages personnalisés, adaptatifs, etc. Qu'est-ce que ça implique ça en fait? Ça implique quelque chose qu'on ne rencontre pas forcément toujours sur le terrain. Eric en parlait tout à l'heure avec les plateformes pédagogiques par exemple telles que Moodle. Ces plateformes, elles sont capables de nous donner ce qu'on appelle des données d'apprentissage, si on veut la faire en anglais, les fameuses Learning Analytics. Et en réalité, c'est à partir de ces données d'apprentissage-là qu'on peut ensuite imaginer développer des parcours, par exemple, qui soient adaptatifs, personnalisés, et aller dans ces grandes expressions comme la différenciation pédagogique, etc. C'est possible de le faire manuellement, mais c'est ce que ces IA peuvent permettre de faire à partir de données d'apprentissage qui, elles, passent par des plateformes numériques. Donc le numérique, il est central là-dedans, et peut-être qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime un peu, c'est en fait l'étape du numérique, elle n'était pas, c'était pas juste une simple étape. On passe pas directement à l'IA, en fait. L'IA, c'est un outil numérique de plus, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se passer de toutes les connaissances qu'il y avait en amont. Alors je dirais que pour des secteurs plus professionnels, c'est peut-être plus intéressant parce que, notamment avec les compétences, les référentiels de compétences ou les approches par compétences, même si ça peut faire polémique et débat, en fait, on a des cadres, on a des référentiels qui nous permettent de nous appuyer sur du concret, soit pour alimenter des IA et essayer de développer des parcours, etc., soit pour justement pouvoir mieux évaluer ou avoir en tout cas de la matière pour pouvoir ensuite faire fonctionner de l'IA. C'est plus compliqué au niveau étudiant, et quand on en parle au niveau étudiant, on est plus sur la dimension réflexivité, apprentissage critique, ce qui n'est pas du tout la même chose dans le cadre des adultes.
Et c'est pour ça que quand on est précis, comme nos amis canadiens, encore une fois, qui aiment bien être précis, québécois en particulier, pour le coup avec la langue française, on fait la différence entre la pédagogie et l'andragogie. C'est beaucoup plus compliqué de faire apprendre à des adultes, parce qu'il faut d'abord leur faire apprendre à désapprendre pour mieux apprendre. Et du coup, c'est un petit peu le problème qu'on rencontre avec l'IA actuellement, en fait, et qui fait que c'est pas pareil de voir ce qu'on peut faire avec les étudiants ou de voir ce qu'on peut faire avec les adultes, dans notre cas avec les enseignants, qui font aussi partie de la première cible, en fait, à former pour pouvoir ensuite aller vers les étudiants. Donc je vous réinvite sur l'Opsia Formation pour continuer à philosopher. Alors, on a un bis repetita de... Je suis désolée, je voulais... on va promis. Oui, je suis désolée parce que j'ai pas pu rebondir avec Eric, mais je l'embêterai après tout à l'heure. Pour vous dire que moi, c'est vrai que je suis d'accord, hein, les fondamentaux sont au cœur. Alors autant quand vous avez des FI, ils sont sur les fondamentaux et vous allez en fin de cursus intégrer peut-être la question de l'IA pour faire la passation, notamment quand ils sont en alternance. Mais c'est vrai que quand vous avez des adultes, c'est plutôt l'inverse qu'on doit faire pour leur dire non, non, il faut aller voir les fondamentaux. Et moi, ce que je fais en cours pour vous illustrer ça, c'est que je prépare des exercices avec les outils d'IA pour leur mettre 6 sur 20. Donc, je fais des exercices. Je fais un cours, je dis aux étudiants, mettez-vous en groupe, allez-y, utilisez l'IA, allez-y, allez-y, allez-y. Et à chaque exercice, je leur dis chaque fois d'utiliser l'IA. Et à la fin, ils disent non, mais on arrête de l'utiliser parce qu'il n'a que des hallucinations, il dit n'importe quoi et ils reviennent aux bases. Donc voilà, comment on peut... Je voulais remercier encore les intervenants pour voilà, ce débat passionnant et cette ouverture d'esprit que vous nous avez donnée sur cette question fondamentale.